Vous avez été mis en prison sans avoir été condamné? Alors non, on n'a pas, eu de jugement. On n'a pas eu de jugement, on n'a pas été, on a été emmenés en train, bien sûr, en Allemagne. Et tous... Pas tous en même temps, quand même. Non. Donc, vous êtes resté en prison? Oui. Combien de temps? Combien de temps, à peu près? Interné pendant... Ça, c'était le 23 mars. Hein. Oui. Mars, avril, mai. Voilà. Et en juin, on est reparti en Allemagne. On est parti en Allemagne. Et voilà, et on est allé à... d'abord, en Haute-Silésie, dans des mines de charbon. Oui, c'est ça. Mais alors, je ne comprends pas. Vous avez été arrêté donc par les Français pour des activités de résistance. Ah oui. Déporté en Allemagne. Oui. Et finalement, dans un complexe qui dépendait d'Auschwitz. D'Auschwitz, oui. Je ne sais pas si c'était Auschwitz qui est... Mais enfin, c'était Auschwitz aussi, oui. Et après, à la fin, c'était Buchenwald. Oui, d'accord, mais pourquoi Auschwitz? Parce que vous avez été déporté là-bas en tant que résistant, pas en tant que juif. Parce qu'il y avait pas mal de jeunes juifs dans les arrestations du 11e en tous les cas, du 20e en tous les cas aussi. Il y avait Krasut déjà, mais il y en avait d'autres. Du 11e, oui. Ça n'a pas joué un grand rôle, peut-être c'est mieux, je ne sais pas. Ça n'a pas été tellement mis en évidence, quoi. Parce que pour eux, c'était quand même les communistes qui le chassaient. Des gars qui se battaient, qui étaient armés aussi, parfois. Mais bon, les déportés communistes, c'était plutôt Buchenwald, Mauthausen Oui. Ah, pas toujours, il y avait aussi à Auschwitz. Oui. Parce qu'il y a eu des convois qui ont été à Auschwitz, les 45 000 par exemple. Oui, les 31 000 aussi, oui. Ouais. Mais donc vous êtes parti... Il y en avait un de femmes aussi. Oui, c'était les 31 000 je crois. Qui n'étaient pas, des... Il y a peut-être des juifs quand même, des juifs dedans, mais c'était pas ça. Oui. Donc il y avait aussi, parce que ça je l'ignorais, enfin il y a aussi des convois qui partaient avec des prisonniers et déportés, je dirais politiques, qui allaient à Auschwitz quand même. Qui allaient à Auschwitz quand même, oui, il y avait des politiques à Auschwitz. Ce qu'il n'y avait pas, c'est des juifs, par exemple à Buchenwald. Oui, c'est ça, oui. Comme vous dites dans les autres. Oui, d'accord, oui. Et le transport a été long? 3 jours. 3 jours. C'était assez long. Et là, il y avait hommes et femmes. Ah oui, toujours dans ces wagons bestiaux. Oui. Ces wagons de marchandises, quoi. Il y a eu une tentative de fuite aussi, et ça n'a pas marché. Je crois que c'était dans mon wagon. Dans le wagon où j'étais. Oui. Vous étiez ensemble toujours avec Henri Krasuki et Sam Radzinski? Avec Henri, oui. Pas avec Sam Radzinski. Pas avec Sam, mais avec Henri, oui, on a été tous. Et avec d'autres camarades? Avec Henri, j'étais du départ en train jusqu'au retour en train. Ah oui, d'accord, oui. On ne s'est pas lâché de... Alors que Sam, lui, il a été... Parce que ça allait mal pour lui, pour sa santé. Et on a fait des pieds et des mains. Nous, après avoir eu contact avec les communistes allemands, etc., on a réussi à le faire partir dans un autre camp, mais aussi à côté d'Auschwitz. Comment ça s'appelait? Un camp qui avait été installé en 43, 44, même peut-être au début de 44, et qui n'existait pas avant. Ah oui. C'était un nouveau camp. Et on a réussi à le faire, à l'intégrer là, par les camarades allemands. Oui. Ça n'a pas été facile. Mais sur ça, je ne serais pas revenu.
Oui, il avait les poumons déjà malades. Ouais. Et donc, quand vous êtes arrivé, vous êtes allé directement à... C'était Javichowitz, c'est ça? Javichowitz. Javichowitz. Ouais. Vous êtes allé directement là? Pratiquement, oui. Peut-être. Je ne sais pas si on n'est quand même pas passé par Auschwitz. Parce qu'on n'a pas été directement. On est arrivé en fin de journée. Et je crois qu'on s'est installé quelque part. Peut-être dans un petit truc, quand c'est pas le lieu principal. Une annexe? Une annexe peut-être d'Auschwitz. Ah oui, oui, oui. Et j'imagine que quand vous êtes arrivé, vous étiez épuisé, bon, physiquement. Oui, par moi par exemple, je suis tombé dans les pommes. La seule fois où j'ai été, je suis quand même resté jusqu'au mois d'avril 45. Hein. Ah ouais. Alors ça faisait presque 2 ans. Hein. Et j'ai jamais eu ça. Et même j'étais surpris moi-même de la résistance que j'opposais du point de vue physique. Oui, oui. Ça a marché pas mal. Hein. Et Henri aussi, lui, il n'a même pas eu ça, je crois. Je ne sais pas s'il a eu un petit accrochage. Moi, j'ai été accroché là, le premier jour d'arrivée à Buchenwald. À Auschwitz? À Buchenwald. À Buchenwald, ah oui. Ah, ouais. Et donc, vous avez été tout de suite envoyé dans la mine, c'est ça hein, Avant, oui, dès le départ de la déportation, c'était la mine de charbon. Oui. Et vous Javichowitz. Oui, c'est ça, oui. Je me souviens que je me disais, si c'était pas un camp de concentration où on meurt comme ça tous les jours, ben ça me plairait assez d'être un mineur. Ah oui? Ah ouais. Je trouvais ça presque exaltant de travailler comme ça, de sortir le charbon. C'était beau. J'étais un peu rêveur. Mais alors, bon, les conditions de travail, je suppose, étaient dures, enfin les rendements... Très dur. Oui. Très dur. Les horaires, on pouvait rester 12 heures à la mine. 12 heures, pourquoi est-ce que c'était si long? Parce que la mine travaillait en permanence, 2 fois, c'était pas les 3-8, les 2 fois 12. Oui, 2 fois 12. Ah, oui. C'était 12 heures pour tout le monde. Oui, c'était pour tout le monde, la même chose, bien sûr. Ouais. Mais c'était avec parfois des jours moins longs quand même. Ça arrivait, ça aussi. Ça arrivait quand on... Peut-être 8 heures, c'est jamais arrivé quand même. Mais c'est arrivé à 10 heures, oui, c'est arrivé de temps en temps quand même. Et pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, tous les endroits découverts où il y avait du charbon n'étaient pas de la même densité. Quoi. Oui. Et par conséquent, on en finissait beaucoup plus vite parfois, parce que c'était un cordon de, plus faible. Et là, vous travailliez aussi ensemble avec Henri Krasuki? Oui, j'ai travaillé avec Henri, puis avec les copains allemands. C'est là que j'ai eu très vite mon premier communiste allemand. Oui, comment est-ce que le contact s'est fait justement? Oui, c'était à la mine. Lui, il était déjà, c'était un Allemand. Il était, pas un capot, mais un petit surveillant. Oui, C'était un déporté aussi. Oui, c'était un déporté aussi. Et par conséquent, il avait, d'abord lui, déjà il travaillait pratiquement pas. Il surveillait, il veillait, il donnait un petit coup de main des fois quand un copain était vraiment... Oui, il n'avait pas l'attitude du capot classique. Non, on sentait que c'était autre chose. Il faisait parfois, il criait parfois pour donner, quand les SS arrivaient,
il se mettait à crier, etc., pour être bien vu. Mais je n'ai jamais vu battre. Ça c'était quand même quelque chose de très particulier. Quand vous étiez donc au fond de la mine, vous étiez sous sa surveillance. Oui. Là, il n'y avait pas les SS pour vous surveiller. Ah non, il ne descendait jamais, les SS. Il ne descendait pas. Pourquoi? C'était mauvais pour les poumons, peut-être. C'est possible, hein. Et donc, avec lui, vous avez pris contact. Avec lui, en fait, contact. Lui faisait partie de l'organisation de résistance. C'était un ancien volontaire en Espagne. Ah oui, oui, oui. Il parlait très bien français. C'est pour ça que j'ai pu m'entendre avec lui, parce qu'il parlait un français impeccable. Avec un petit accent quand même, c'était bien. Si j'avais pu parler allemand comme lui, français, ça restait bien. Enfin. Et donc... Et il est toujours vivant, tiens. Je crois que c'est son 100e anniversaire qui arrive. Ah, c'est extraordinaire, oui. Surtout après une telle... Je suis allé à son 90e ou 95e, je ne sais plus, merde. Anniversaire à Berlin. Ah oui. Ah oui, je suis allé quand j'ai su ça. J'étais content de le savoir. Oui. Alors j'y suis allé. Et il était en forme? Il était bien, quoi. Enfin, il parlait, il est très intelligent, il l'était déjà à la mine, partout, quoi. Enfin, avant aussi, je ne l'ai pas connu avant. Et puis, il a toujours été très ouvert. C'est bien parce que, bon, je dirais une telle vie peut briser les gens aussi. Ah oui. Bien sûr. Parce que, bon, j'ai entendu parler de certains militants communistes allemands qui étaient devenus très durs. Ah ouais. Très très ça durs. existait, bien sûr. Alors que, bon, ils avaient été brisés par un système qui les avait mis en prison. Certains sont restés 12 ans. Certains sont restés 12 ans. Et donc, alors, avec lui, vous avez été mis en contact avec des résistants à l'intérieur du camp. Voilà. Et ça consistait en quoi, la résistance dans ces conditions-là? La résistance, c'était la possibilité de libérer le camp, de fuir. Vous y pensiez? Oui. Ah oui. Il y a eu quelques tentatives qui ont été malheureuses, qui ont coûté la vie à un certain nombre. Parce qu'on était très audacieux dans la mesure où c'était tellement terrible, hein, et qu'on mourait. Oui, oui, oui. Tous les jours, on mourait. Donc ça valait la peine même de risquer et de faire. Oui, en fait, les prisonniers n'avaient rien à perdre en essayant de... Non, parce que le final, c'était la mort. Hein. C'était sûr, ça. Vous pensiez que si la guerre se prolongeait, si vous restiez... de toute façon, tout le monde était condamné à mourir d'inanition et de faim et d'épuisement. D'autant que les trains arrivaient tous les jours. Oui. Ah, oui. Et vous saviez ce qui se passait à Auschwitz-Birkenau? Oui, on l'a su. Quand est-ce que... Mais je crois que quand on est arrivé le soir, dans cette année, ce que j'ai pu appeler annexe là, tout à l'heure, où on est resté que même pas 24 heures. Hein. Je crois que là, il y avait un capot ou un chef de bloc qui était là, qui avait l'air très sévère, et puis qui à un moment, comme ça, il nous avait mis comme ça, sur les genoux, pas à genoux, mais comme ça, pas debout. Hein. Ah oui, accroupi. Ouais, accroupi. Voilà. Et parce que je sais pas, parce qu'il trouvait que c'était pas discipliné assez. Et au bout d'un certain temps, où ça s'est discipliné à sa vue, à lui, il a dit, écoutez, puisque vous êtes bien, quand même, vous venez pas mal, je vais vous autoriser à
aller voir un petit peu par la fenêtre. Il y avait des fenêtres tout le long de la baraque. Comment est le camp? Là, vous verrez un petit peu autour des deux côtés de la baraque. Il y avait des fenêtres d'un côté, des fenêtres de l'autre côté. Bon, alors, il est venu, moi j'étais pas tellement loin de lui, et il nous a dit, voilà, vous voyez la cheminée là-bas, elle est haute, vous devez la voir, et la fumée. Alors il nous a expliqué là que c'était les crématoires. Ça. Il a dit, là ce sont les crématoires, et tous les gens qui descendaient du train et qui sont montés dans les camions, tous ces gens-là sont allés directement à la chambre à gaz et sont en train de brûler. Il vous a dit ça comme ça? Comme ça. Comme ça. Et vous l'avez cru? Ah oui. Ah oui. On l'a cru, et c'était... Non, parce que je pose la question, parce que ça semble tellement impensable. Ah oui. Oui. Donc vous saviez... Voilà. Oui. Alors on savait déjà, avant même d'avoir commencé à vivre dans le camp, que ça allait pas être du gâteau. Alors... Et là où vous étiez, il y avait une forte mortalité parmi les détenus? Parmi les détenus, oui. En général, la durée de vie, c'était... Le maximum, ça pouvait être un trimestre. Ah oui. Maximum? Oui. Sauf quelques... À la mine? Oui, à la mine, oui. Sauf quelques cas, comme moi, par exemple, c'est vrai. Vous êtes resté combien de temps? Je suis resté, moi, presque 2 ans en tout. Pas 2 ans là, dans ce camp, là, oui. Où à la mine de charbon, là, mais quand même plus qu'1 an, là. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire on pouvait mourir 1000 fois, quoi. Et vous êtes resté plus d'1 an à la mine avec Krasuki également, donc... Avec Henri, oui. Ah oui, ah oui. Avec Henri. Moi j'ai eu un peu de chance, parce que Henri veillait beaucoup sur moi. Je sais pas pourquoi il était plus, un petit peu plus âgé Il est, non, au contraire. Non. Ah oui. Moi j'avais 1 an de plus que lui. Oui, oui. Et il était plus fort Il était plus fort, il était plus oui. grand. Non, ça allait. Mais alors, il supportait mieux que moi. Ah oui. Il supportait mieux que moi. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Le fait de vous dire que grâce à l'organisation de résistance, peut-être vous pourriez vous sauver, ou la solidarité, par exemple, entre vous deux, par exemple? Oui, il y avait la solidarité entre nous deux, et même nous, un petit groupe, pour pas être solidaire bien sûr, de 500, mais on pouvait être solidaire et lié à une 20aine, 25. Oui, oui. J'en connaissais plus, oui. Mais j'en connaissais beaucoup moins à la fin. Ils n'étaient plus là. Bien sûr. Oui. Mais je ne sais pas, je me demandais des fois si c'est pas une habitude que les SS ont prise de me voir passer. Oui. Quand je rentrais dans le camp et quand je sortais du camp pour aller à la mine, j'étais surpris de peut-être qu'ils s'habituaient aussi, eux. Quand on voit un visage, des fois, ça, je sais pas quoi, il y a la sympathie ou pas la sympathie. En tous les cas, avec moi, j'ai rarement été battu. Parce que des fois, il suffisait d'oublier d'enlever son béret, là, même pour mourir. Ah oui. Si le gars avait bu, s'il avait... c'était vraiment un sale fasciste, là. S'il avait bien réussi à avaler le fait qu'il avait affaire à des rouges, comme il disait, c'était facile pour lui. Il battait systématiquement non. Pas systématiquement. Ils essayaient d'avoir une raison. Ah oui.
C'était facile. Oui, oui, bien sûr. Oui. C'était facile. Et vous, de toute façon, il fallait pas, ils n'étaient pas amenés, ils n'étaient pas obligés de prouver que. Bien sûr, oui. Oui. Ils pouvaient tuer simplement comme ça. Ça existait aussi, ça, des gars, des SS qui tuaient uniquement parce que c'était devenu des gens. Oh, ils tuaient pour leur plaisir. Pour leur plaisir, le pouvoir. Et donc vous, c'était toujours les mêmes SS qui gardaient l'entrée et la sortie? Oh non, c'était pas toujours les mêmes. Mais enfin, il y en avait. Et vous pensez qu'à force de vous voir, parce qu'ils vous connaissaient, ils avaient une espèce de respect, peut-être? Oui, ça existait ça aussi. Comme entre brigands, quoi. Oui. Hein? Oui. Mais parce que vous aviez survécu plus longtemps que d'autres? Parce que oui. Et que des fois, il y avait des petites têtes, hein. C'était pas des lumières. Mais ils se demandaient s'il n'y avait pas quelque chose là-dessous. Et que peut-être un autre SS, ou peut-être un officier SS, qui aurait je sais pas, une sympathie particulière. Oui, si vous aviez survécu, c'est qu'il y avait une raison. Voilà. Ah, ouais. Ça ajoutait aux possibilités. Quoi. Oh, ouais, non, c'était... Et puis il y en a qui étaient des salauds, des vrais fachos, mais qui réfléchissaient quand même. Mais, il y en a qui pouvaient passer 2-3 jours sans tuer personne. Ah oui, et c'était exceptionnel. C'était plutôt exceptionnel, oui. Surtout qu'il changeait beaucoup. Il tournait beaucoup, les SS. Pour ne pas rester, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils ne risquaient pas de devenir des combattants. Oui. Mais est-ce qu'il y en avait qui étaient normaux, j'allais dire humains, enfin normaux? J'en ai plus, oui, c'est normaux, enfin j'en ai... Normaux, c'est ça. Pas beaucoup, hein, très. Mais j'en ai vu, j'en ai côtoyé, même parfois un sourire. C'était rare, parfois un sourire. Ou par exemple, quand j'ai pas travaillé tout le temps à la mine, mais j'ai travaillé à un moment à construire des baraques pour agrandir le camp. Mais des baraques en briques. Et je me souviens qu'un jour, on est arrivé au travail le matin et on a trouvé, on était 20 et quelques dans ce petit commando. On s'occupait des briques. Et moi j'avais un boulot vraiment très facile, très léger. J'enlevais le ciment qui dépassait entre les briques. Il fallait que ce soit bien propre. Alors c'était vraiment facile. Et pas tous les matins, mais souvent le matin on arrivait et il y avait 23 ou 24, je ne sais plus combien on était exactement, petits pains avec dedans un truc pas de beurre, de l'autre, margarine, ouais. Et placé là où quand on arrivait, on enlevait sa veste, la rayait, et on se mettait au boulot. Et là où il y avait ce truc pour accrocher les vestes, quelqu'un passait dans la nuit, et le matin, quand on arrivait, c'était pas toujours, tous les jours, mais enfin quand même, c'était souvent. On avait ça. Et petit à petit, les SS se sont rendus compte. Parce que revoir sortir, aller au boulot, tous les mêmes petits morceaux de pain, là, ou du papier qui
C'était quand même marquant, quoi. Et je me suis dit, mais il y a un jour, ils vont quand même pas, il y en a un qui va venir et puis qui va nous casser la gueule parce qu'on a pris ces machins-là et puis c'est pas légal, quoi. Et ben non, ça s'est bien passé. Moi, je suis resté dans ce petit commando là, des briques. C'était vraiment presque idéal. Hein. Je suis resté combien? Peut-être 1 mois et demi. Et vous avez su qui mettait ces pains? Vous avez su qui mettait ces pains? Ben, je crois avoir appris de façon, disons, sérieuse que c'était une femme qui habitait à 2 pas du terrain où on construisait les maisons. Une Polonaise alors? Oui, ça pouvait être une Allemande aussi, parce qu'en Haute-Silésie, il y avait aussi... Oui, donc quelqu'un de libre, enfin. Oui, quelqu'un libre. Oui. Quelqu'un libre qui avait la possibilité, parce que c'était quand même 20 et quelques morceaux de pain, avec un peu de margarine. Oui, alors que les gens devaient eux-mêmes être soumis à des restrictions, je suppose. Oui, bien sûr. Oui, c'est un bel acte de solidarité. C'est un bel acte de solidarité. Et c'était d'autant plus lénifiant pour nous d'être... alors qu'on était moins que rien. Et alors que cette personne risquait aussi... Et elle risquait aussi. Ah oui, elle risquait. Et ça n'a jamais été... Mais on ne l'a jamais vu. Oui. Et tant que vous avez été là, rien ne s'est passé. Alors il devait même y avoir, sûrement même, une petite complicité SS, hein, quelque chose comme ça. Pour qu'ils ne disent rien. Ah oui. Ah oui, moi je me dis que c'est quand même impossible qu'il n'y ait pas, même si on n'en a que 6 qui nous gardent, c'était pas mal quand même. Oui. Il y en a au moins un qui... Hein. Peut-être qu'elle les achetait d'une façon... Elle ou il. Ouais. Et est-ce que vous aviez quand même accès à des informations sur ce qui se passait à l'extérieur? Oui. D'abord, on avait un journal, le journal du coin, le journal de Haute-Silésie, ça. Ah oui, oui. Oberschlesienne, Oberschlesische, je sais pas quoi. On avait la possibilité, c'était pas toujours, c'était pas systématique, on n'était pas abonné, mais on pouvait obtenir assez régulièrement le journal de la province, là, de la Haute-Silésie. Oui. Et ça nous donnait quand même un certain nombre d'informations. Oui. Sans compter qu'il y avait des camarades allemands qui, eux, avaient moins d'intermédiaires pour apprendre les choses. Et puis, on savait que le front avance dans le bon sens. Hein. On savait qu'en ce moment, il y a une grande bataille à Leningrad, je ne sais pas où, et on suivait. Et de temps en temps, on regardait s'il y avait beaucoup de morts, des hommages morts. Ah oui. Parce qu'il y avait plusieurs pages chaque jour. Ah oui. Oui, pour les soldats tombés du secteur, les soldats du secteur. Ah oui. Oui, c'était un moyen de décoder la propagande. Oui. Et ce journal, les détenus pouvaient l'avoir? Non. Ah, il fallait avoir des accointances. Ah d'accord, oui, par l'intermédiaire des travailleurs soldat ou d'un employé aussi, ça arrivait. Les employés, ils étaient bien surveillés, mais enfin quand même, ils étaient un peu moins... Ils ne battaient pas, quoi. Oui, vous aviez des échanges, c'était possible des échanges avec des gens libres? Avec des gens libres, oui. Par exemple, les mineurs. Avec les mineurs, oui. Ah oui.
Et les mineurs ne vous apportaient pas des Si, il y en a qui choses faisaient. Si, oui. Il y en a qui faisaient. Ah oui. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Mais il y en a qui le faisaient aussi. Pas parce qu'ils étaient communistes ou syndiqués, mais parce qu'ils étaient croyants, par exemple. Ah oui. Il y en a qui faisaient ça comme ça aussi. Dans l'ensemble, les contacts que vous aviez avec les mineurs polonais donc, oui. Étaient plutôt corrects? Plutôt corrects. Oui. Plutôt corrects. Hein, c'était pas des intellectuels. Hein. Oui, mais parce qu'on dit souvent que les Polonais sont antisémites, etc. etc. Ah oui, oui. Moi, je m'en suis pas. Je n'ai pas vu vraiment de Polonais ou d'Allemands même qui se soit pris dans cet embrayage-là, antisémitisme, etc. Non. Ça devait exister, bien sûr, avec la propagande oui, ça du parti. S'intégrer dans les esprits, mais oui. À l'école, on leur apprenait des choses comme ça. Et donc les gens qui n'étaient pas, sauf les SS évidemment, mais les autres, non, vous n'avez pas vu ça. Ouais. J'en ai pas vu. C'est vrai qu'on n'avait pas des relations avec beaucoup de gens de l'extérieur, mais dans la mine, on oui. C'est intéressant parce que bon, c'est pas souvent qu'on entend dire ça, justement. Mais on travaillait comme eux, alors. Oui. Ça créait une espèce de communauté déjà. Aussi, plus dur. Ils travaillaient 12 heures aussi? Ah non. Ouais. Ils travaillaient moins, ils étaient mieux nourris quand même. Ils étaient mieux nourris, bien sûr. Ouais. Ah oui. Oui, ils étaient bien nourris. Et M. Truner, d'après vous, enfin, d'après votre souvenir, qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur? Oui. Le plus dur, c'est de ne pas, de pas être au courant de ce qui se passait en réalité dans la résistance. Est-ce que ces actions se remarquaient plus? Ça, on voulait savoir. Oui, c'est d'être coupé de l'information, de la vraie. De la vraie information. Ouais. On en avait quand même un petit peu aussi parce que il y avait les Allemands et puis les Soviétiques aussi qui trouvaient quelque chose. Et de temps en temps, on avait une petite espèce de hors-causerie, un exposé, un exposé sur les plus récentes nouvelles qu'on avait, qui étaient dans le camp, qui avaient pénétré le camp, et on était informés quand même. Et par exemple, à Buchenwald, c'était encore mieux parce qu'à Buchenwald, on avait peut-être dans tous les cas, nous on était avec Henri, avec d'autres, au bloc français. Ah oui. Pas juif, hein. Il ne fallait pas être juif non plus, mais c'était pas à cause des détenus, ça. Hein, c'est l'administration du camp qui ne voulait pas de juifs. Oui. Parce que à Auschwitz, enfin, ou dans les camps autour d'Auschwitz, vous n'étiez pas qu'avec des Français. Ah non, bien sûr. Vous disiez qu'il y avait des Russes aussi? Il y avait des Russes, beaucoup de Russes. Ah oui. Oui, presque autant que d'Allemands. Ah oui. Qui n'étaient pas des prisonniers de guerre, qui étaient des civils qui avaient été déportés. Oui, qui avaient été déportés. Peut-être qu'il y en avait parmi les militaires qui avaient un grade important, ou je ne sais pas quoi, qui étaient aussi des politiques, enfin. Oui. Oui, donc le plus dur, c'était d'être coupé de l'extérieur. C'était pas la faim, par exemple, ou le froid. Ah, c'était ça, mais ça, c'était présent pas tout le temps. Oui. Moi, je dois dire que j'ai jamais été un grand mangeur,
Et que ça a dû m'aider un petit peu quand même. Hein. Henri, par contre, lui, il fallait qu'il mange. Sam, Radzinski, il fallait qu'il mange. Moi, je ne dis pas que je pouvais donner, mais ça m'arrivait. Ma portion à moi, je pouvais même parfois donner un petit quelque chose. Mais c'était pas beaucoup. C'était très faible. Bien sûr, On avait faim. Mais moi, je crois que, je me le disais en tous les cas, que j'ai souffert beaucoup moins que la moyenne. Ah oui, de la faim. Oui. Ouais. Mais bon, je suppose que comme tous les détenus, vous aviez fondu quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Avec le travail plus. Oui. Mais pas tellement. Ah oui. Par rapport à Henri, il avait beaucoup plus fondu que moi, Sam encore plus qu'Henri. Ah oui. Ah ouais. Et donc, je ne veux pas vous embêter trop longtemps maintenant, mais il est midi là. Donc, vous avez été évacué d'Auschwitz. Alors, on a été évacué, oui. Le 18 janvier, je suppose. Voilà, janvier, oui. On est parti à pied, bien sûr. On a fait, je ne sais pas, peut-être 50 km. Oui. Et puis après, on a pris un train de marchandises, sans toit du tout, sans siège bien sûr, mais sans toit. Et on a été mouillés, ce qu'on a pris comme chaussée là. On est arrivé à Buchenwald au bout de 2-3 jours, je ne me rappelle plus exactement. On nous a donné à manger au départ. Tout le monde avait un gros morceau de pain, j'en avais jamais eu un aussi gros. Et puis on nous en a donné même pendant le voyage, du pain et de l'eau. Et on est quand même descendu que la moitié de vivants à Buchenwald. Et à Buchenwald, bon, aussitôt il y avait déjà des Français là depuis un moment. Oui. Alors on a eu tout de suite qui sont venus. Alors vous êtes français? Oui, on est français. Oui. Et alors vous avez des amis ici, ou vous en connaissez? Bon, mais très vite on a eu les camarades. C'est les gens qui vous ont vu, qui sont venus vers vous pour vous demander si, si vous étiez des militants, quoi. Oui. Oui. Ouais, qui nous ont demandé. Ah oui. Et on a su très vite que le colonel, je sais plus, Manès. Manès. Oui. Ouais, le colonel Manès était un des dirigeants de la résistance du camp, avec l'ancien ministre communiste, celui qui a été ministre. Marcel Paul. Voilà. Marcel Paul. Il y avait d'autres encore. Et on nous a emmenés au bloc 31. Avec Henri et puis d'autres, quelques-uns de notre transport là. Oui. Alors on s'est retrouvés parmi les Français, etc. Moi, c'est là que je suis tombé dans les pommes pour la première fois et la seule. Ah oui. Au camp. Et ce bloc 31, c'était un bloc uniquement de Français? Uniquement français. Et donc de gens qui étaient en liaison avec la résistance intérieure du camp? Oui. Donc qui vous ont pris en charge pour vous aider? Ils nous ont pris en charge tout de suite. Oui. Parce que je suppose que vous aviez besoin d'être un petit peu reconstitué, ce que vous disiez, oui. Oui, bien sûr. Ils nous ont aidés beaucoup. Vraiment. Moi, j'étais affecté à un commando de techniciens. Et c'était une immense salle avec des tables à dessin, des planches
là. Et c'était des techniciens. Alors moi j'ai fini, après un mois seulement, j'ai commencé à leur rendre service, y compris dans la technique, dans le calcul. Je faisais je prenais une formule, je l'appliquais dans une situation donnée, précise, et puis bon, j'ai fini par être pas partisan, mais un mec qui travaille avec un groupe. Quoi. Oui, un collaborateur du groupe. J'étais un collaborateur comme les autres. Oui, ça devait être un travail moins dur que ce que vous aviez connu. Plus tranquille, vraiment. À l'intérieur. À l'intérieur, on était tranquille. On ne mangeait pas plus, mais comme pour moi, c'était pas le principal. C'était très bien, je travaillais, on discutait, on avait beaucoup de copains. Oui. Et dans ce bloc, par exemple, dans tous les blocs, il y avait un capot. Il y avait un capot. C'était un résistant, lui aussi? Vous ne savez pas? C'était pas forcément un résistant, mais c'était aussi un résistant. Et non, je veux dire, quelqu'un intégré à la résistance du camp? Ah oui, ça aussi. Oui. Il y en a qui étaient intégrés à la résistance du camp et qui n'avaient pas été des résistants, ils étaient libres. Oui. Et là, les capots avaient une attitude plus humaine que... Ah oui, bien sûr aussi. Tout simplement parce que les SS ne cherchaient pas à avoir le compte de mort. Parce que ça, c'était aussi comptabilisé. Il y avait des objectifs de mort. Il en fallait. Parce que ça arrivait tous les jours. Alors, oui, et là, si vous aviez été rapatrié, en fait, c'était pour servir de main-d'œuvre, pour le dernier effort de guerre allemand. Voilà. Et donc, il fallait, d'une certaine façon, il ne fallait pas exterminer les prisonniers. Il ne fallait pas exterminer, et aussi parce que l'armée rouge avançait. Alors, il fallait aller à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest. Et j'avais entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que je connais bien un ami de Sam Radzinski qui s'appelle Jean-Louis Steinberg. Je ne sais pas si vous le connaissez. Jean-Louis Steinberg. Il était à Auschwitz aussi. Et il a connu Sam Radzinski là-bas. Et Jean-Louis Steinberg me disait, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Et quelqu'un me disait l'autre jour que pendant le transport, Sam Radzinski avait réussi à se sauver. A réussi à se sauver? Oui, c'est vrai alors. Oui. Parce qu'il n'en parlait pas, lui. Oui. Ah oui. Il s'est sauvé, oui. Il s'est sauvé avec encore quelqu'un. Tout ça, je ne me rappelle plus bien. Il faudrait que je le retrouve, ça. Je l'ai peut-être à la maison, ça. Parce qu'il a réussi à se sauver. Parce qu'il y a eu une partie de l'évacuation qui s'est faite à pied. Oui. Par conséquent, c'était dangereux pour les SS aussi. Ouais. Mais enfin, après, en habit de déporté, sans nourriture, sans beaucoup de nourriture, il fallait pouvoir survivre. Oui, il fallait pouvoir survivre. C'était pas seulement le fait de pouvoir aller atteindre les bois, par exemple, pour quitter la colonne. Il fallait aussi trouver la sympathie de quelqu'un. Il avait des contacts, peut-être, il avait... Qui, Sam? Sam Radzinski, oui. Ce qu'il y a, c'est que là où ils partaient, les Russes n'étaient pas loin. Oui, c'est ça. Quand ils ont décidé de partir, ils n'avaient pas besoin d'attendre un mois, ou même pas une semaine. Il suffisait peut-être de 24 heures pour rencontrer les Russes qui arrivaient. C'est ça. Et quand ils arrivaient, les Russes, moi j'ai ma belle-sœur qui était arrêtée avec nous. Et elle a été à Auschwitz avec Marie-Claude, avec d'autres. Et c'était à propos de la SS. Et les Russes... Et les Russes, oui.
Et donc, votre belle-sœur a été... elle est restée. Elle est restée. Parmi les gens qui sont restés. Ah oui. Elle s'est cachée dans le camp avec d'autres résistantes. Oui. Hein, et elle s'est cachée quand les SS ont fui. Oui, oui. Déjà. Parce qu'ils ont laissé sur place environ 8000 personnes, des gens trop malades. Mais oui. Elle a réussi, elle a réussi à être avec ces gens-là. Ah, oui. Et donc elle a été libérée par l'armée rouge. Elle a été libérée par l'armée rouge, oui. Ah, oui. Ah, oui. Elle a été libérée par l'armée rouge et elle est encore là. Ah, oui. Enfin, dans son coin, à elle, en Haute-Savoie. Ah oui. Bien, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais comment s'est passé, alors à Buchenwald, les quelques mois que vous avez passé, vous êtes resté donc de janvier jusqu'à mai. Avril. C'était, la libération, c'était le 29 avril? Non, c'était le 11 avril. Le 11 avril, oui. Et donc vous y êtes resté jusqu'à la libération. Comment ça s'est passé, la libération du camp? La libération du camp, le matin, c'est l'ordre numéro 3 de la brigade d'action libératrice. Ah oui. On était dans la brigade. En général, tous les cocos étaient dans la brigade, même plus, il y en avait d'autres aussi, je crois. Et vous aviez des armes? Et on avait des armes. Alors, le matin, à 5 h du matin, on était tous devant notre bloc. En rang, armés et tout, et on nous a distribué les tâches. Oui. Et avec Henri, moi, ce deux-là, ce couple-là, on nous a fait on nous a donné un lieu, une surface de plusieurs baraques de blocs, de détenus, à surveiller. Et on s'est donc rendu, nous, là où c'était prévu. Tous n'étaient pas dans la brigade d'action libératrice. D'abord, il y avait des gens malades, il y avait des gens âgés, qui commençaient à être âgés. Et puis, il y en a qui, pour des raisons diverses, ils n'étaient pas dans le groupe armé, quoi, hein, dans le groupe de résistance effective. Et par conséquent, on était chargé de la sécurité des camps, des baraques. Oui, pour protéger ces gens-là contre éventuellement les SS. Ah oui. Voilà. Et bon, on a fait des prisonniers SS. Oui. On les a emmenés là où il fallait le faire. J'avais donné aussi le lieu pour les arrestations. Dans l'après-midi, il n'y avait pratiquement plus d'SS du tout. Ah oui, oui. Ils étaient partis. Ils étaient partis, ils avaient fui, quoi. Oui. Et il y en a qui... Et l'armée américaine, l'armée de Patton, le général Patton, et on a su qu'ils étaient sur la route de Weimar à Buchenwald. Alors, quand les choses ont plus l'air d'être calmes, tranquilles, qu'il y avait pratiquement plus de SS, on est parti à la rencontre des Américains et on est revenu avec eux. Donc, Ils venaient pour ils venaient pour voir. Oui. Ah, oui. Voilà. Ils savaient qu'il y avait le camp là. Oui. Et on les a emmenés, quoi. Ils nous ont emmenés, on les a emmenés. Et ces armes, vous les aviez eues comment?
c'était la grande surprise. Oui. Ah oui, ah oui. Vous ne saviez pas qu'il y avait des armes? Ah oui. On ne savait pas qu'il y avait des armes, on savait qu'il y avait des hommes. Oui. Qu'on pourrait peut-être utiliser quelques outils, je sais pas quoi, mais on ne pensait pas à des armes, à des fusils. Moi j'avais un fusil, un vieux fusil de la guerre de 70. Ah oui. Mais Henri, il avait un... Je le mets là. Ça, hein, c'est quelque part là-dedans. Il y a peut-être des répétitions. Hein, parce que oui, bah, je regarderai tout ça. Merci. C'est toujours sur cette période-là. Bien. Et pour terminer, je dirais, le retour à la vie civile. Ah oui. Ben, ça a été dur parce que je suis retourné et j'ai pas retrouvé ceux qui m'étaient les plus proches quand même, mon père, ma mère, ma petite sœur. Et vous n'aviez pas eu de nouvelles du tout? Du tout, je n'ai pas, même maintenant. J'ai su vaguement, et j'en étais pas sûr, mais il y avait un gars qui est arrivé d'un train de Paris. C'était encore en Haute-Silésie. Et qui m'a dit, mais dis donc, tu n'avais pas des parents, je me demande si c'est pas tes parents que j'ai vus. J'ai dit, mais où? Ils étaient dans le train avec moi, dans le même wagon. Ah oui. Alors comme ça a duré 3 jours à peu près, on a le temps de parler un peu. Il a raconté sa vie, et il a parlé avec mes parents. Parce que je me suis rendu compte après un certain nombre de petits détails sur la famille, sur le travail de mon papa, ma petite sœur, tout ça. Je me suis convaincu que c'était bien eux, oui. C'était vrai. Alors c'est le dernier que j'ai eu comme témoin. C'était un convoi qui allait vers Auschwitz. Qui allait vers Auschwitz. Qui allait vers Auschwitz. Ouais. Parce que celui-là, il venait d'Auschwitz. Ah oui. En Haute-Silésie. Et c'était quand, ce convoi? Ça devait être c'était en l'été 44. Et en rentrant en France, vous n'avez pas pu savoir... J'ai essayé. Vous avez essayé. Il n'y avait pas de traces à la préfecture de je suis allé à Clermont, comment ça déjà, je me rappelle. Et j'ai vu la boîte là où il travaillait, il y avait une grande entreprise dans ce petit bled. Et j'ai vu le patron. Je suis allé à la mairie. J'ai vu un adjoint qui était là depuis longtemps, une occupation, qui m'a dit de se rappeler de mon père qui travaillait, oui, parce qu'il faisait, c'était des chaussures et surtout des, pas chaussons, mais des genres de savates, quoi, qu'il fabriquait. Pour un professionnel du bois, c'est pas mal. Il faisait ça, quoi. Et ma mère était gardienne, c'est ce qu'elle m'a dit, ce qu'on m'a dit à l'entreprise d'abord. Et ma petite sœur, elle travaillait avec moi. Elle travaillait là aussi. Et donc vous avez repris. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Parce que vous travailliez avant de partir. Avant d'être arrêté. Dans une compagnie d'assurance. Ah oui. Vous avez repris votre travail à la compagnie d'assurance? Ah non, mais c'était aussi un travail comme ça, d'abord pour être légal, avoir les papiers, un peu de papier avec le terreau, et puis aussi un peu de fric, quoi, pour vivre. J'étais bien vu, je me suis très vite acclimaté à l'assurance. À l'époque, c'était pas tellement compliqué, quoi.
Et puis, je gagnais. Mais j'avais quand même de quoi acheter un peu de pain, payer la chambre. Bien, ben, je ne vais pas vous embêter. On pourra continuer un peu à une autre occasion. Oui, à l'occasion, oui, bien sûr. Si vous voulez, vous aurez peut-être des questions.